Je suis Isabelle, et voici l'histoire d'une vie consacrée, marquée par des années de loyauté, de travail acharné et de sacrifice dans une entreprise familiale qui a toujours été synonyme de tradition et de stabilité. Très jeune, j'ai intégré la société que ma famille avait bâtie avec tant de détermination, où j'ai appris sur le terrain chaque procédé, chaque routine et chaque secret qui a permis une croissance solide de l'affaire. Pendant 15 longues années, j'ai exercé diverses fonctions, absorbant des connaissances qu'offrent uniquement l'expérience et le quotidien, et je croyais qu'au sein d'un environnement familial, la compétence et l'engagement me garantiraient la reconnaissance méritée. Je me souviens encore de mon premier jour dans l'entreprise, à 18 ans, lorsque mon père me présenta aux salariés comme l'avenir de la société. Je tremblais de nervosité, mais aussi de fierté. Mon premier poste fut au service client, gérant réclamations, questions et demandes. J'appris à écouter, à négocier, à transformer les problèmes en solutions. Je travaillais bien au-delà de mes heures, volontairement, juste pour assimiler davantage de savoir. Pendant les vacances universitaires, alors que mes amis voyageaient, j'étudiais les stratégies de marché et mettais en œuvre des améliorations qui permirent de réaliser des économies significatives pour l'entreprise. J'arrivais tôt, repartais tard, et je ne me plaignais jamais. Après tout, nous bâtissions un héritage familial. Mon père m'a enseigné chaque détail du fonctionnement, sans ménager ses exigences. Le marché ne pardonne pas l'incompétence, même si tu es ma fille, me répétait-il, avec cette sévérité que je reconnais aujourd'hui comme une inquiétude sincère. Combien de fois ai-je refait des rapports jusqu'à épuisement pour apprendre que la précision n'est pas un luxe, mais une nécessité. À 23 ans, je coordonnais déjà l'équipe commerciale. À 27 ans, j'avais pris en charge la gestion des stocks et de la logistique, réduisant les coûts de 30% dès la première année. À 30 ans, j'ai dirigé la mise en place d'un nouveau système intégré, passant des nuits blanches pour m'assurer que la transition se fasse sans perturber les opérations. J'ai déçu des gens, j'ai manqué des réunions familiales, repoussé des rêves personnels. Le travail avant tout, me répétais-je, telle une devise écho de la voix de mon père. Lorsqu'il tomba malade, il y a 5 ans, j'intensifiais encore davantage mon investissement. Je me souviens des visites matinales à l'hôpital, travaillant toute la journée pour retourner auprès de lui le soir, avec des rapports que je lui lisais, même lorsque les médecins disaient qu'il ne pourrait plus tout comprendre. Il a besoin de savoir que tout est sous contrôle, insistais-je, en tenant sa main froide, tout en observant les moniteurs clignoter dans une danse monotone et terrifiante. Quand mon père s'éteignit, il y a 3 ans, toute la famille s'attendait à ce que j'assume la gestion. Mon oncle, Augustin, son frère et associé minoritaire, m'embrassa lors de la veillée funèbre et me dit « Il t'a préparé pour cela, Isabelle. Tu es désormais l'ossature de l'entreprise. » J'ai cru en ces mots. J'ai essuyé mes larmes et dès le lendemain de l'enterrement, j'étais déjà au bureau, réorganisant les dossiers accumulés pendant la maladie de mon père. Je ne me suis pas accordé le deuil complet. L'entreprise était son héritage, et la faire fonctionner était ma manière d'honorer sa mémoire. Pendant 2 ans, j'ai assumé, de facto, le rôle de directrice. Je n'avais pas le titre officiel, mais j'avais les responsabilités. Les réunions avec les fournisseurs, les rencontres avec les plus gros clients, les décisions stratégiques, tout passait par moi, avec l'approbation tacite de mes oncles et tantes. Les employés les plus anciens venaient me voir pour résoudre des conflits, et les nouveaux me considéraient comme l'autorité naturelle. Je ne questionnais pas l'absence de formalisme. La famille reste la famille, pensais-je, naïvement. La reconnaissance viendrait en son temps. Cependant, le destin prit un tournant inattendu lorsque, de manière abrupte et surprenante, mon cousin Bruno, fraîchement diplômé en gestion avec mention, fut choisi pour assumer le poste de directeur. Mon oncle Augustin m'appela dans son bureau un vendredi à 17h30, alors que presque tout le monde était déjà parti. « Isabelle, nous devons discuter de la réorganisation de l'entreprise. » Je m'assis, pleine d'espoir, imaginant que, enfin, ma position serait officialisée. Il toussota, détourna le regard, et poursuivit « Bruno a achevé son MBA avec distinction et apporte des idées innovantes que nous devons mettre en œuvre pour rester compétitifs. Le conseil familial a décidé qu'il prendra la direction dès la semaine prochaine. » Mon corps se figea sur la chaise. « Le conseil familial s'est réuni sans moi ?» demandai-je, essayant de garder une voix ferme. Augustin déplaça quelques papiers sur le bureau, visiblement mal à l'aise. « Ce fut une réunion informelle, chez ta tante Hélène, après le dîner du dimanche. Tu n'as pas pu y assister car tu terminais la proposition pour le client Mendes. Tu te souviens ? »
Je m'en souviens parfaitement. Ce dimanche soir, je travaillais pour ne pas perdre un client qui représentait 15% du chiffre d'affaires annuel, pendant que, eux, décidaient de mon avenir sans ma présence. L'ironie était palpable, presque étouffante. « Et quel sera mon rôle dans cette réorganisation ?» demandai-je, anticipant déjà la réponse. « Tu resteras indispensable, Isabelle. En fait, Bruno aura grandement besoin de ton savoir. Tu seras une sorte de consultante interne. Il apporte la théorie moderne, tu contribues par ton expérience pratique. Un partenariat parfait. Un partenariat parfait. » Cette phrase résonna dans mon esprit comme une plaisanterie cruelle. 15 années de dévouement réduites à être consultante interne pour un jeune de 24 ans dont le seul mérite, semble-t-il, était d'être le fils du bon associé et d'avoir un diplôme encore tout chaud en main. « Je comprends », répondis-je, arborant un sourire aussi faux que l'enthousiasme d'Augustin. « Quand dois-je commencer à transmettre mon savoir à Bruno ? Il commence lundi. J'ai réservé la salle de réunion pour vous à 8h. Et pourrais-tu préparer un rapport détaillé sur les processus actuels, quelque chose de complet pour faciliter la transition ? Je quittais le bureau ce jour-là avec une certitude unique. Ma loyauté avait été récompensée par une trahison. Dans le parking, je me laissais aller à pleurer pour la première fois depuis le décès de mon père. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de colère et d'indignation. En démarrant la voiture, j'essuyai mon visage et promis à moi-même que plus personne ne me verrait vulnérable. Le week-end fut un flou d'émotions contradictoires. Une partie de moi voulait tout simplement ne pas me présenter lundi, afin qu'ils réalisent à quel point ils dépendaient de mes connaissances. Une autre partie, peut-être plus rationnelle ou plus masochiste, insistait pour que j'affronte la situation la tête haute. Dimanche soir, je préparais minutieusement le rapport demandé. 57 pages détaillant chaque processus, chaque client important, chaque fournisseur stratégique. J'y inclus des informations essentielles, omettant délibérément les petits secrets découverts au fil des ans, ces raccourcis et nuances qui font toute la différence sur le terrain et qu'aucun MBA n'aurait pu enseigner. Lundi, j'arrivai au bureau à 7h30, comme à mon habitude. La secrétaire d'Augustin, Marlène, me regarda avec une pitié à peine dissimulée. « Bonjour Isabelle, quelle belle tenue. Nouvelle ?» Marlène savait que je ne me faisais quasiment jamais plaisir en achetant de nouveaux vêtements, préférant réinvestir mon salaire dans l'entreprise. Ce matin-là, pourtant, je portais mon unique costume de marque, acheté il y a des années pour une présentation importante. Un petit acte de rébellion silencieuse. « Merci Marlène. Le café est-il prêt ? Je pense qu'aujourd'hui, nous aurons tous besoin d'un petit supplément de caféine. » Mon ton ironique ne passa pas inaperçu, et elle esquissa un sourire, nerveux avant de s'éclipser. À 8h précises, j'entrai dans la salle de réunion. Bruno y était déjà, accompagné d'Augustin et de Hélène. Mon cousin portait un costume impeccable, ses cheveux coiffés à la perfection, et dégageait cette assurance caractéristique de celui qui n'a jamais affronté un véritable défi dans la vie. « Isabelle, heureux que tu sois là. Nous parlions justement de toi. » Augustin semblait soulagé de ma présence ponctuelle, comme s'il s'attendait à mon absence. « J'imagine bien, » répliquai-je sèchement, posant le dossier contenant le rapport sur la table. Voici le document demandé. 57 pages couvrant les principaux processus de l'entreprise. Bruno prit le dossier avec un enthousiasme presque enfantin. « Waouh, c'est tellement détaillé. Cela va être très utile, cousine. Je suis vraiment impatient de travailler avec toi. Je suis certain que nous pouvons hisser cette entreprise à un nouveau niveau. 15 années d'expérience condensées dans un document. Utilise-le avec sagesse, répondis-je, ne pouvant m'empêcher de laisser transparaître un ton sardoniquement amer. J'aperçus Hélène se tortiller désagréablement sur sa chaise. La réunion se poursuivit avec Bruno, présentant un diaporama rempli de graphiques colorés et de termes en anglais. Nous devons mettre en place un modèle de gestion lean avec des KPI bien définis et une approche data-driven pour nos décisions stratégiques, déclarait-il, tandis qu'Augustin et Hélène hochèrent la tête en approbation, comme s'ils écoutèrent des révélations divines. Lorsque Bruno mentionna la nécessité de renouveler l'effectif afin d'insuffler du sang neuf dans l'organisation, je perçus son regard, nerveux, se poser sur moi. Il était évident, j'étais le symbole de l'ancien, du dépassé, de ce qu'il fallait renouveler. « As-tu un commentaire, Isabelle ?» demanda Augustin, une fois que Bruno eut terminé sa présentation. « Juste une remarque. Dans la diapositive 17, tu proposes de remanier complètement le système de service client. » Je feuilletai mon rapport jusqu'à la page concernée. Comme je le précise ici, nous avons mis en place le système actuel il y a seulement 8 mois. Après un investissement conséquent, les clients s'adaptent encore aux changements.
Une nouvelle modification maintenant pourrait générer une forte résistance et une possible perte de revenus. Bruno sourit avec condescendance. Je comprends ton inquiétude, Isabelle, mais les études de cas que j'ai analysées à l'université indiquent que la résistance initiale est compensée par l'efficacité à long terme. Nous devons avoir une vision stratégique. Des corners études de cas universitaires contre mon expérience directe auprès de nos clients réels. Voilà la nouvelle hiérarchie du savoir que je devais accepter. Je pris une profonde inspiration et souris. Bien sûr, Bruno, la théorie académique s'applique indubitablement à notre contexte particulier, avec nos clients spécifiques que tu ne connais pas encore. Pardonne ma manière un peu rétrograde de fonder mes décisions sur la réalité concrète. Un silence gêné s'installa dans la salle. Hélène toussa. Bon, je pense que nous avons encore beaucoup à discuter. Pourquoi ne pas poursuivre demain? Isabelle, je suis sûre que tu as de nombreuses tâches en suspens. C'était une éviction polie, et nous le savons tous. Je me levai, rassemblai mes notes et me dirigeai vers la porte. Avant de sortir, je me retournai. Bruno, ma porte est toujours ouverte si tu as besoin de conseils sur la façon dont théorie et pratique ne vont pas toujours de pair dans cette entreprise. Bonne chance. Les jours qui suivirent furent un test constant de ma patience et de ma dignité. Bruno, avec son regard énergique et ses idées modernes, se mit rapidement à implémenter des changements qui désorganisèrent des méthodes forgées au fil d'années de tradition, remplaçant des pratiques éprouvées par des processus théoriques qui, en pratique, engendraient chaos et insécurité. La première grande innovation fut la réorganisation physique du bureau. On fit tomber des cloisons, on élimina les bureaux individuels pour créer un environnement collaboratif où tout le monde travaillait sur des tables communes. Mon ancien bureau, où j'avais mené d'innombrables négociations confidentielles au fil des ans, fut transformé en espace de détente, avec des poufs colorés et une table de ping-pong. Je fus relocalisé à une table dans l'open space, stratégiquement placée près des toilettes et à l'écart des décideurs. C'est pour stimuler l'intégration horizontale et décourager les hiérarchies rigides, expliqua Bruno, lorsque je découvris mes affaires déjà transférées dans le nouvel espace, sans avertissement préalable. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Fascinant, répondis-je en observant ma nouvelle affectation, surtout quand les réunions importantes continuent de se tenir dans des salles fermées auxquelles seuls quelques privilégiés ont accès, une définition bien curieuse d'horizontalité. Bruno fit mine de ne pas remarquer mon sarcasme. Exactement, tu as parfaitement compris le concept. Le deuxième changement fut la mise en place d'un nouveau système d'évaluation de la performance, basé sur des métriques quantitatives hebdomadaires. Soudain, la qualité de la relation avec nos clients, patiemment tissée au fil des ans, valait moins que le nombre d'appels passés ou d'emails envoyés. Les employés qui avaient développé un style personnalisé, connaissant intimement chaque client, se virent contraints de suivre des scripts standardisés et de clôturer les appels dans des délais prédéterminés. Lors d'une des réunions, générale, Sandra, une vendeuse qui travaillait avec nous depuis 12 ans, remonta au pitch du nouveau système. Monsieur Mendes, de la société de construction Horizon, aime bavarder un peu avant d'aborder les affaires. Il s'enquiert de ma famille, raconte des anecdotes sur ses petits-enfants. C'est ainsi que nous avons bâti la confiance. Comment? Puis-je conserver ce lien si je dois raccrocher au bout de 7 minutes? Bruno sourit patiemment, comme s'il expliquait l'évidence à un enfant. Sandra, nous devons optimiser notre temps. Tu peux conserver le lien en restant efficace. Peut-être proposer un déjeuner occasionnel pour les échanges plus personnels, mais maintenir les appels concentrés sur le business. Sandra me jeta un regard en quête de soutien. Avant même que je puisse intervenir, Bruno continua. Isabelle peut confirmer que les meilleures pratiques du marché vont dans ce sens, n'est-ce pas? Tous les regards se tournèrent vers moi. C'était un piège. Si, je dissentais, je paraîtrais résistante au changement et en défense de pratiques obsolètes. Si j'adhérais, je trahissais la confiance d'une équipe que j'avais moi-même formée et encadrée. Ce que je peux confirmer, répondis-je, calmement, c'est que connaître individuellement nos clients et comprendre leurs besoins spécifiques nous a permis de maintenir un taux de rétention de 92% durant les 5 dernières années, alors que la moyenne du secteur est de 67%. Si cela est considéré comme dépassé ou inefficace, alors la définition même d'efficacité doit être repensée. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Bruno rougit légèrement. Eh bien, c'est précisément pour cela que nous mettons en œuvre ces changements, pour atteindre un taux de rétention de 100%. Il se tourna vers le tableau blanc et poursuivit sa présentation, ignorant délibérément mon intervention.
Au cœur des réunions, où les discours étaient ponctués d'éloges circonstanciels à la nouveauté et de commentaires voilés trahissant le contraste avec l'histoire de l'entreprise, je dus affronter la cruelle réalité. Ma dévotion et mon expertise étaient reléguées à un rôle secondaire, éclipsé par l'éclat juvénile d'un diplôme récent. Le plus douloureux était de voir des clients fidèles commencer à exprimer leur mécontentement. Monsieur Mendes, mentionné par Sandra, m'appela directement 3 semaines après l'instauration du nouveau régime. « Isabelle, que se passe-t-il » Sandra n'a presque plus le temps de me parler. J'ai reçu un email générique concernant le renouvellement de contrat, sans aucune mention des spécifications dont nous avions discuté l'année dernière. Nous traversons une réorganisation interne, Monsieur Mendes. Je vous prie de nous excuser pour ce désagrément. Une réorganisation ? Vous avez toujours été distincte précisément par ce service personnalisé. Si je veux être traité comme un numéro, je peux bien m'adresser à n'importe quel concurrent, probablement à un tarif inférieur. Je notai soigneusement ces réclamations et les remis immédiatement à Bruno, qui se trouvait en visioconférence quand j'entrai dans son bureau, mon ancien bureau. Il fit un geste d'agacement et désigna le téléphone, signifiant que je devais patienter. Je restai debout, observant les transformations du lieu. Là où se trouvait autrefois une étagère remplie de manuels techniques et de dossiers classés par clients, il y avait maintenant un mur décoré de ses diplômes et certificats encadrés. La photo de la fondation de l'entreprise, où apparaissait « Mon père aux côtés des ouvriers ayant érigé le premier entrepôt », avait été remplacée par une œuvre abstraite au ton neutre. Lorsque Bruno termina enfin son appel, il ne cacha pas son irritation. « Isabelle, je suis extrêmement occupée. Nous avons une présentation pour des investisseurs demain. » Des investisseurs, c'est la première fois que j'en entends parler. Il haussa les épaules. Une décision récente. Augustin estime que nous avons besoin de capitaux externes pour nous développer. Nous développer ? Bruno, nous perdons des clients fidèles. Monsieur Mendes menace de résilier notre contrat. Et il n'est pas le seul. J'ai une liste de réclamations. Qui ? Isabelle, m'interrompit-il. Cette résistance au changement était naturelle. Il y a toujours une phase d'adaptation. Certains clients plus traditionnels résisteront d'abord, mais nous attirerons de nouveaux profils, plus en phase avec notre vision contemporaine. Plus en phase ? Bruno, c'est qu'aux traditionalistes représentent 70% de notre chiffre d'affaires actuel. Nous ne pouvons tout simplement les ignorer en espérant attirer de nouveaux clients que nous ne connaissons même pas. Il soupira profondément, comme si je ne pouvais comprendre des notions élémentaires. Isabelle, je sais que c'est difficile pour toi d'accepter ces changements. Tu as été une partie essentielle de l'histoire de cette entreprise, et nous le respectons. Mais il nous faut désormais regarder vers l'avenir. Le marché a évolué. Ce « a évolué » résonna à mes oreilles comme une sentence, comme si ma contribution était désormais close, comme si j'étais une relique à respecter, mais plus à consulter. Je comprends tout à fait, Bruno. Je veux juste m'assurer qu'en regardant vers l'avenir, nous ne détruisions pas les fondations qui ont soutenu cette entreprise pendant 3 décennies. Personne ne détruit quoi que ce soit, Isabelle. Nous évoluons. Maintenant, si vous permettez, je dois finaliser cette présentation. Je quittai la salle, le cœur rempli d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Cette situation, reflétant la fracture entre tradition et modernité, avait transformé les couloirs de l'entreprise en véritables arènes de lutte silencieuses, où regards et propos portaient le poids d'une injustice subtile mais profondément douloureuse. De retour à ma table, au milieu du bruit et des interruptions incessantes dans l'open space, je me mis à faire des calculs mentaux. À chaque battement de cœur, le souvenir de mes innombrables sacrifices se mêlait au doute quant à la direction que prenait l'entreprise. À chaque réunion, j'avais le sentiment que mon héritage était effacé, que l'histoire écrite à l'effort et à la sueur allait être annihilée par un système qui privilégie l'apparence et un discours innovant sans reconnaître les racines de notre affaire. Ce soir-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je me retournai dans mon lit, repassant mentalement les événements des derniers mois. Le plus frustrant était de réaliser que j'aurais pu anticiper cette situation. Les signes étaient là. Les dîners de famille dont j'étais progressivement exclue, les décisions prises sans ma consultation, les éloges excessifs envers les succès académiques de Bruno. J'étais tellement concentrée sur le maintien de l'entreprise et l'honneur de l'héritage de mon père que je n'avais pas vu la conspiration silencieuse se former autour de moi. Le lendemain matin, j'arrivais au bureau plus tôt que d'habitude. Le bâtiment était pratiquement désert, à l'exception de Madame Carmen, la plus ancienne employée de l'entretien, qui me servit un café avec un sourire maternel. «
Vous n'avez pas l'air bien, Madame Isabelle. Des soucis avec le jeune ? Je souris face à la perspicacité de Carmen. Rien ne lui échappait. Disons que nous sommes en pleine phase d'adaptation, Carmen. Grogna-t-elle en nettoyant une table voisine. Adaptation ? Ce gamin ne sait même pas où se trouve le stock de fournitures, et il veut déjà tout changer. L'autre jour, il m'a dit que je devrais utiliser une application sur mon téléphone pour enregistrer le ménage. Moi, qui n'ai même pas de smartphone. Elle rit, secouant la tête. Ton père n'aurait pas du tout aimé ça, Madame Isabelle. Rien de tout cela. La mention de mon père fit naître en moi quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de mon avenir professionnel, c'était l'héritage de mon père, l'entreprise qu'il avait bâtie sur des principes solides et un respect authentique pour ceux qui y œuvraient. Tu as raison, Carmen. Il n'aurait rien voulu de tout cela. Je retournai à ma table et allumai l'ordinateur. Plutôt que de m'atteler à mes tâches habituelles, j'ouvris un nouveau dossier et commençai à compiler des informations. C'est alors que je décidai, avec la fermeté d'une femme qui ne se laissera plus rendre invisible, de constituer un dossier détaillé contenant tous les rapports, témoignages et preuves de mes 15 années de contribution. Ce recueil n'avait pas vocation à être une vengeance amère, mais bien à réclamer une juste reconnaissance et à démontrer que l'expérience acquise au fil des ans est irremplaçable. Dans les semaines qui suivirent, je partageais mon temps entre des obligations qui se vidaient peu à peu et la construction méticuleuse de mon dossier. J'enregistrais chaque réclamation de client, chaque baisse dans nos indicateurs de satisfaction, chaque décision impulsive de Bruno ayant conduit à des problèmes opérationnels. Parallèlement, je documentais mon propre parcours, projets réussis, relations établies, crises évitées grâce à mon intervention. Ce travail n'était pas animé par l'amertume, même s'il y eut des moments où la colère menaçait de m'envahir. C'était un exercice de justice, et surtout, d'affirmation de soi. Chaque document ajouté à ce dossier était le rappel de ma valeur propre, la preuve concrète que ma contribution ne pouvait être effacée par un titre ou un diplôme récent. Pendant ce temps, les changements imposés par Bruno commençaient à porter leurs fruits, ou plutôt à montrer leurs conséquences. La réunion avec les investisseurs, dont il avait parlé avec tant d'assurance, se solda par un fiasco. Le groupe de capital Risque, apparemment séduit par les graphiques colorés et la terminologie moderne, envoya une équipe d'auditeurs pour évaluer l'entreprise avant toute proposition formelle. Ce qu'ils trouvèrent fut une organisation en désarroi, des employés mécontents, des processus en pleine transition et des clients historiques commençant à migrer vers la concurrence. Un matin particulièrement tendu, Bruno convoqua une réunion d'urgence avec toute l'équipe. Son visage, habituellement illuminé par un sourire confiant, affichait des cernes profondes et une expression de inquiétude. Nous avons besoin d'un effort collectif pour renverser certains indicateurs qui sont en deçà des attentes, déclara-t-il, évitant soigneusement le mot « problème » ou l'admission que ces stratégies pouvaient être défaillantes. Nous mettrons en place des heures supplémentaires obligatoires et un nouveau système d'objectifs encore plus agressif. Le mécontentement était palpable dans la salle. Les employés échangeaient des regards incrédules, certains secouant la tête en signe de désapprobation. Sandra, la vendeuse expérimentée, fut la première à intervenir. « Bruno, avec tout le respect que je vous dois, nous travaillons davantage et obtenons moins de résultats depuis l'implantation du nouveau système. Peut-être devrions-nous revoir le modèle dans son ensemble plutôt que de l'intensifier. » Bruno rougit légèrement. « Oh Sandra, je comprends ta préoccupation, mais ce n'est pas le moment pour des remises en question. Nous avons besoin d'actions décisives. » « Je suis tout à fait d'accord, » intervint-je en me levant. « Et c'est justement l'action décisive qu'il nous faut. » Je me dirigeai vers l'avant de la salle, me plaçant aux côtés de Bruno. « Je propose donc une alternative. » Bruno me regarda, surpris mêlé d'irritation. « Isabelle, cette réunion suit un ordre du jour défini, et je m'y tiens exactement. Trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons, » rétorquai-je d'une voix calme, qui gagnait en assurance à chaque mot. Je m'adressai à l'assemblée. Nous savons tous que j'ai consacré les 15 dernières années à cette entreprise. Je connais chaque client, chaque processus, chaque défi que nous avons surmonté. Et, ces dernières semaines, j'ai observé attentivement les conséquences des changements appliqués. J'ouvris mon dossier et distribuai quelques pages, imprimées. Voici des chiffres réels, sans fioritures ni présentation élaborée. Nous perdons des clients historiques, la satisfaction chute et les coûts opérationnels ont augmenté de 22%. Bruno tenta de m'interrompre, mais je continuai, ma voix se renforçant à chaque phrase. Je ne suis pas ici pour désigner les coupables ou défendre le statu quo. Je propose un compromis, conserver les innovations réellement efficaces,
comme la digitalisation des documents et la nouvelle plateforme de communication interne, tout en revenant sur certaines pratiques qui nous ont différenciés pendant des décennies, telles que notre service personnalisé et le respect du savoir accumulé par notre équipe. Un silence réfléchi s'installa dans la salle, après mes propos. Bruno semblait partagé entre la colère et la reconnaissance du bien fondé de mes arguments. C'est alors qu'Augustin, qui écoutait en retrait, brisa le silence. « Isabelle a raison, » dit-il à ma grande surprise et à celle de tous. Peut-être nous sommes-nous emballés pour le changement, sans évaluer correctement l'impact de chaque décision. Bruno se tourna vers son oncle, visiblement trahi. « Oncle Augustin, nous avions convenu que... » « Je sais très bien ce que nous avions prévu, Bruno, » l'interrompit Augustin. « Et je continue de croire en ton potentiel et en tes idées. Toutefois, les affaires sont les affaires. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut ajuster le cap. » Ce fut un tournant décisif. Lors des rencontres, avec le cercle familial dirigeant, j'utilisais chaque document, chaque chiffre et chaque argument pour affirmer que le véritable progrès ne peut s'accomplir sans la sagesse de ceux qui ont posé les fondations, et que l'innovation doit coexister avec le respect de la tradition. La tension ne cessait de s'intensifier à chaque nouvelle décision de Bruno, car chacune de ces initiatives désordonnées semblait décrédibiliser non seulement ma longue trajectoire, mais aussi l'essence même de ce que représentait l'entreprise. Dans des échanges plus intimes, je découvrais que d'autres collègues, tout aussi dévoués, partageaient ce sentiment de dévalorisation, rendant l'atmosphère lourde d'une révolte silencieuse et d'une tristesse diffuse. Une réunion du conseil familial fut convoquée pour le week-end suivant. Cette fois, je fus non seulement invité, mais expressément sollicité pour présenter une analyse complète de la situation actuelle et de mes propositions pour l'avenir. Je me préparais avec acharnement, peaufinant le dossier que j'avais constitué, que je transformais en une présentation objective axée sur les solutions. Samedi matin, chez tante Hélène, tous les membres impliqués de la famille se réunirent. Bruno semblait nerveux, relisant ses notes avec une insistance presque obsessionnelle. Augustin paraissait fatigué, avec des rides plus marquées que jamais sur son front. Hélène circulait parmi nous, offrant du café et tentant de maintenir une ambiance cordiale malgré la tension évidente. Quand vint mon tour de m'exprimer, je ressentis une surprenante sérénité. Il ne s'agissait plus de défendre mon ego ou de réclamer une reconnaissance refusée. C'était question de préserver quelque chose de bien plus grand. Nous traversons un moment crucial. Commençai-je. Il ne s'agit pas de choisir entre tradition et innovation, entre expérience et savoir académique. Il s'agit de construire un pont entre ces deux mondes, en reconnaissant la valeur de chacune de ces approches. Je présentais des données objectives, sans fioritures, ni ressentiment. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Une baisse de 18% de la rétention des clients au cours des 3 derniers mois, une hausse des réclamations et un départ en flèche des employés, expérimentés. Mais je ne me contentais pas d'énumérer les problèmes. Pour chaque difficulté identifiée, j'offris une solution concrète mêlant éléments traditionnels et approches modernes. Je propose une cogestion, conclus-je, surprenant même moi-même. Bruno dispose d'une formation théorique solide et d'idées innovantes qui peuvent propulser notre entreprise vers l'avenir. Pour ma part, j'apporte l'expérience pratique et une connaissance approfondie de notre activité. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de plus puissant que ce que l'un de nous pourrait faire seul. Un silence méditatif s'installa dans la salle à l'issue de mes propos. C'est Augustin qui parla le premier. « Isabelle, je n'aurais jamais imaginé que tu proposerais cela. » Il y avait dans sa voix une sincère surprise. Après tout ce qui s'est passé, je pensais que tu serais là pour exiger le départ de Bruno ou ta propre promotion. J'ai moi aussi pensé cela, concédai-je en esquissant un léger sourire. Mais ces derniers jours, j'ai compris que ceci n'était pas une compétition, c'est une entreprise familiale. Et ce qui compte vraiment, c'est sa pérennité et son succès. Mon père disait toujours que la fierté ne paye pas les factures. Bruno, qui était resté silencieux jusque-là, me regarda avec un mélange de soulagement et de perplexité. « Tu crois vraiment que nous pouvons travailler ensemble, après tout ce qui s'est passé ? Ce ne sera pas facile, » répondis-je avec franchise. « Il nous faudra établir des limites claires, répartir les responsabilités en fonction de nos forces respectives, et surtout, laisser l'ego de côté, tous les deux. » J'insistais sur ce dernier point en le regardant droit dans les yeux. Hélène, qui observait notre interaction avec attention, intervint. « Je trouve que ta proposition est raisonnable. Bruno a besoin de conseils pratiques et Isabelle doit savoir s'ouvrir à de nouvelles idées.
Oncle Augustin, qu'en pensez-vous ? Mon oncle choisit ses mots avec soin avant de répondre. Je suis d'accord pour tenter l'expérience. Mais nous devons fixer des critères précis et revoir cette décision dans, disons, 6 mois. Si la cogestion ne fonctionne pas, nous réévaluerons la situation. Juste, acquiesçai-je. Bruno hocha la tête, encore un peu étourdi par le tournant inattendu de la réunion. Entre larmes contenues et sourires forcés, je tentais de retrouver ma voix et d'affirmer mon identité. Une femme qui avait toujours mis son cœur dans chacune de ses tâches, qui s'était battue pour soutenir un héritage familial, et qui, face à l'injustice, avait décidé de transformer la douleur en moteur de changement. Les semaines suivantes furent un exercice quotidien de patience et d'adaptation. Bruno et moi établîmes un mode de travail commun, dans lequel chaque décision importante passait par nous deux. Au début, nos réunions étaient tendues, ponctuées de silences malaisants et de désaccords à peine résolus. Mais progressivement, un rythme s'installa. Je découvris que, malgré son arrogance initiale, Bruno avait des idées réellement intéressantes que je, porté par des traditions, n'avais peut-être pas envisagées. Par exemple, sa proposition de digitalisation des archives, bien que mise en place de façon abrupte, apporta une efficacité tangible à notre travail quotidien. De même, Bruno comprit peu à peu que ma connaissance des clients et des processus internes n'était pas un fardeau ancien, mais bien un atout précieux. Un après-midi particulièrement productif, nous travaillions sur une proposition pour un nouveau client potentiel, le type de client jeune, technophile et dynamique, que Bruno désirait tant attirer. Je révisais le document qu'il avait préparé, annotant les marges. Ici, indiquai-je un paragraphe, tu proposes des délais que notre équipe actuelle ne peut tenir. Il faudrait engager au moins 2 personnes supplémentaires pour répondre à cette demande. Bruno fronça les sourcils, d'abord sur la défensive, puis prit une grande inspiration et considéra ma remarque. Tu as raison. J'étais tellement focalisée sur l'idée d'impressionner le client que je n'ai pas évalué correctement notre capacité opérationnelle. Il fit une pause, puis demanda avec sincérité « Comment effectues-tu ces calculs si rapidement ?» J'ai essayé d'utiliser les formules d'allocation des ressources apprises, mais il me manque toujours des variables. Je souris, percevant une véritable opportunité d'échange de connaissances. Ce n'est pas une formule, exactement, c'est de l'expérience. Je connais le rythme de travail de chaque membre de l'équipe. Je sais quel processus risque de rencontrer des complications inattendues. Passons en revue ensemble les projets des 2 dernières années et je te montrerai comment j'estime nos capacités. Nous passâmes les heures suivantes à analyser des données historiques et Bruno absorbait avidement le savoir empirique qu'aucun MBA ne pourrait enseigner. En un retour, il me présenta des outils analytiques modernes qui complétaient parfaitement mon approche intuitive. Avant que nous nous en rendions compte, il était passé de 21 heures, et pourtant nous étions encore dynamisés par cette collaboration fructueuse. Nous devrions refaire cela plus souvent, observa Bruno en se penchant en arrière, affichant une expression satisfaite. Je pense que j'ai sous-estimé la valeur de ton expérience, Isabelle, et j'ai sous-estimé celle de tes idées modernes, concédai-je. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble demain pour poursuivre cette conversation. J'ai quelques idées sur la façon de reformuler le département commercial en alliant tes métriques à ma connaissance approfondie de chaque profil de vendeur. Bruno acquiesça avec enthousiasme, et pour la première fois depuis son arrivée, je sentis que nous pourrions réellement construire quelque chose de meilleur ensemble. Le véritable test de notre partenariat survint 3 mois plus tard, lorsque notre plus grand client, la société de construction Horizon du monsieur Mendes, menaça de résilier son contrat. La mécontentement, amorcé dès les premières semaines sous la direction de Bruno, s'était intensifié malgré nos récentes tentatives de redressement. Il exige une réunion en personne, informa Sandra après avoir reçu un appel. Il a précisé qu'il ne s'entretiendrait qu'avec la direction, et il a laissé entendre qu'il avait déjà des propositions de 2 concurrents. Bruno, qui auparavant aurait géré la situation en solo, se tourna vers moi. « Nous avons besoin de toi à cette réunion, Isabelle. Tu connais monsieur Mendes depuis des années. Je peux présenter les chiffres et les projections, mais toi, tu apportes la confiance. » À cet instant précis, je réalisais jusqu'où nous avions progressé. Bruno ne se contentait pas de reconnaître ma valeur. Il mettait le bien de l'entreprise au-dessus de son propre orgueil. La réunion avec monsieur Mendes fut tendue, mais productive. L'homme ne mâcha pas ses critiques quant aux changements qui avaient fragilisé notre relation de longue date. « Vous étiez comme une famille pour moi », déclara-t-il avec la franchise de ses 70 ans. Du jour au lendemain, je ne suis plus qu'un numéro dans un système informatisé. Plutôt que de défendre aveuglément ses innovations, Bruno surprit tout le monde avec un ton empreint d'humilité. « Monsieur Mendes,
Nous avons commis des erreurs lors de la mise en œuvre des changements. Nous nous sommes tellement focalisés sur l'efficacité que nous avons oublié ce qui importe vraiment, ce lien de confiance que nous avons établi avec vous. Nous sommes ici pour écouter vos préoccupations et proposer des ajustements afin de conserver ce service de qualité auquel vous êtes habitués. Je détaillais alors les modifications que nous allions apporter. Sandra redeviendrait votre interlocutrice principale sans contrainte de durée sur les appels. Nous organiserions des réunions trimestrielles en face à face et nous établirions un canal de communication direct pour les urgences. Parallèlement, Bruno expliqua comment certaines des nouvelles technologies pouvaient en réalité vous être bénéfiques, avec un accès en temps réel à l'avancement des projets et des notifications automatiques lors des livraisons. À l'issue de la réunion, M. Mendes, bien que pas entièrement convaincu, accepta de nous accorder 3 mois pour prouver que nous pouvions allier le meilleur des deux mondes. « Tu me rappelles ton père », me confia-t-il en nous quittant. Lui aussi savait reconnaître ses erreurs et se montrer ferme. « Et toi ?» se tournant vers Bruno, « tu as cette énergie dont cette entreprise avait besoin. Il te suffit de la tempérer un peu. » Sur le chemin du retour, Bruno semblait pensif. « Tu sais, Isabelle, quand j'ai pris la direction, je pensais devoir prouver ma valeur en détruisant tout ce qui avait été fait avant, comme si reconnaître la valeur du passé diminuait mes propres accomplissements. Et moi, avouai-je, j'étais tellement blessée d'avoir été mise de côté que je souhaitais secrètement que tu échoues, juste pour avoir raison. Ce n'est pas une pensée dont je suis fière. Nous sommes plus semblables que nous ne le pensions, n'est-ce pas ? Dit Bruno en riant, sans amertume. Tous deux têtus, tous deux attachés à l'entreprise, avec chacun quelque chose à prouver. La différence, c'est qu'à présent, nous cherchons à prouver quelque chose ensemble, et non l'un contre l'autre. Peu à peu, la résistance silencieuse laissa place à une détermination inébranlable. En affirmant mes convictions, lors de dialogues sincères et d'affrontements directs, je démontrais que la loyauté et l'expertise ne pouvaient être balayées par des titres vides ou des discours prometteurs, mais devaient être valorisées comme un patrimoine immatériel ayant bâti les fondations d'une entreprise solide et respectée. La période probatoire de 6 mois fixée par Augustin arriva plus vite que prévu. La réunion d'évaluation fut organisée un dimanche, de nouveau chez tante Hélène. Cette fois, Bruno et moi arrivâmes ensemble, ayant passé la matinée à préparer notre présentation commune. « Tu es nerveux ?» demandai-je en nous déposant devant la maison. « Un peu, » admit-il, « mais confiant. Les chiffres ne mentent pas. » Effectivement, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Le taux de rétention des clients était remonté à 95%, le meilleur indice depuis 5 ans. La satisfaction des employés s'était nettement améliorée, avec une baisse de 60% du turnover. Plus important encore, le chiffre d'affaires avait cru de 22% au dernier trimestre, alliant la fidélisation de nos anciens clients à l'acquisition de nouveaux profils, attirés par des innovations technologiques mises en place de manière graduelle et adaptée. Nous présentâmes ces résultats devant la famille, alternant naturellement entre nos domaines d'expertise respectifs. À la fin de notre exposé, Augustin semblait vraiment impressionné. « Je dois avouer, » déclara-t-il, « que j'avais mes doutes sur cette cogestion. Je pensais que c'était simplement un stratagème temporaire pour apaiser les tensions. Mais vous avez tous deux prouvé que vous aviez raison. » Hélène, toujours attentive aux dynamiques interpersonnelles, ajouta « L'essentiel ne réside pas uniquement dans les chiffres. C'est le changement d'atmosphère qui s'est opéré dans l'entreprise. Les collaborateurs se sentent à nouveau valorisés et motivés, et cela se reflète dans la qualité du service client. « Alors, » demanda Bruno, « pouvons-nous considérer que cette phase d'expérimentation est un succès ? Poursuivons-nous la cogestion ?» Augustin et Hélène échangèrent un regard. « En réalité, » confia mon oncle, « nous envisageons désormais une structure plus pérenne. » Mon cœur s'emballa. Après tant de luttes et d'adaptations, allions-nous revenir sur nos pas ? Allions-nous jeter aux oubliettes tout le progrès réalisé ? Le conseil familial a longuement débattu de la situation, poursuivit Augustin. Et nous sommes parvenus à la conclusion que l'entreprise nécessite une nouvelle structure. Nous vous proposons la création de 2 directions distinctes, opération et innovation. Isabelle, nous souhaitons que tu assumes la direction des opérations, responsable des processus, de la relation client et de la gestion des équipes. Bruno, tu prendras la direction de l'innovation, chargée de la technologie, de l'exploration de nouveaux marchés et des partenariats stratégiques. Pas, ces 2 directions auront un poids égal dans les décisions stratégiques, ajouta Hélène, et leur existence sera désormais inscrite dans les statuts avec une rémunération à la hauteur de ses responsabilités. Bruno et moi, nous regardâmes, surprises par cette proposition,
Ce n'était ni le poste de directrice que j'avais initialement espéré, ni le contrôle total que Bruno imaginait. C'était quelque chose de nouveau, conçu pour tirer parti de nos forces complémentaires. « J'accepte », déclarai-je, un poids s'envolant de mes épaules. Ce n'était pas une victoire sur Bruno, ni une capitulation face à la modernité. C'était avant tout la reconnaissance tangible de ma valeur et de mon expérience. « Moi aussi », ajouta Bruno en me serrant la main. « Restons partenaires, d'accord ?» Je serrai fermement sa main. Partenaire. Ce parcours, jalonné d'épreuves émotionnelles et professionnelles, fut une véritable ode à la résilience, à l'intégrité et à la lutte incessante pour obtenir le respect. Il démontre que, même lorsque les liens familiaux et professionnels sont mis à rude épreuve, la vérité et l'engagement finissent pas par triompher, même face à une gestion qui privilégie l'éphémère au détriment d'un héritage intemporel. Ce que j'ai appris de cette aventure, c'est que le véritable héritage ne se mesure pas en titre ou en position, mais dans notre capacité à évoluer sans perdre notre essence, à innover sans démolir les fondations et à nous battre pour ce qui est juste, sans que l'amertume ne corrompe notre cœur. Mon père ne m'a pas seulement enseigné à gérer une entreprise, il m'a appris à gérer la vie, avec ses inévitables déceptions et ses surprenantes opportunités de grandir. Aujourd'hui, lorsque de jeunes professionnels me demandent « Quel est le secret pour survivre dans un monde de plus en plus volatile ?» je leur réponds avec la sagesse durement acquise. Valorisez chaque apprentissage. Affirmez votre valeur avec détermination et des données concrètes. Et souvenez-vous que votre plus grand atout n'est pas ce que vous savez faire, mais votre capacité à continuer d'apprendre, surtout de ceux que l'on pourrait croire. Être ses adversaires. L'entreprise continue de croître, alliant tradition et innovation d'une manière que ni Bruno ni moi n'aurions pu imaginer seuls. Et moi, Isabelle, la femme qui a failli tout perdre face à l'éclat d'un diplôme, récent, j'ai découvert que ma véritable force résidait dans ma capacité à transformer les défis en opportunités, la douleur en croissance, et les adversaires en alliés, une leçon qu'aucun cours universitaire n'aurait pu enseigner, mais que la vie, avec sa pédagogie singulière faite d'obstacles et de révélations, a su me transmettre. Au bureau récemment réaménagé, un compromis équilibré entre l'open space tant apprécié de Bruno et des espaces privés pour les réunions confidentielles que je défendais, une nouvelle dynamique prenait forme. Les employés de longue date et les nouveaux arrivants travaillaient côte à côte, chacun apportant sa perspective unique. Sandra, la vendeuse expérimentée que nous avions failli perdre, formait désormais de jeunes collaborateurs aux techniques de relations clients, tandis qu'il l'aidait à maîtriser les nouveaux outils digitaux. Plus tard, Bruno entra dans « Mon bureau ?» Oui, nous avions retrouvé chacun un espace individuel, quoique désormais avec des cloisons en verre pour instaurer de la transparence, et me remit un rapport. Je viens de recevoir la confirmation. La société de construction Nord, celle que tu disais être impossible à conquérir, a accepté notre proposition. Vraiment ? Mais ils collaborent avec le même fournisseur depuis 20 ans. Exactement. Ta connaissance du profil de leurs dirigeants, combinée à notre nouvelle plateforme de gestion intégrée, a fait la différence. Ils souhaitent commencer immédiatement. Je me levai, réellement enthousiasmée. C'est incroyable. Il faut préparer l'équipe et désigner un chef de compte adéquat à leur profil. J'y ai déjà pensé, m'interrompit Bruno en me remettant un autre document. J'ai proposé Marcos. Il a l'expérience que tu valorises, tout en maîtrisant les nouvelles technologies. J'examinais le plan de mise en œuvre que Bruno avait élaboré. Il était détaillé, pragmatique et surtout respectait les principes relationnels que j'avais toujours défendus, tout en intégrant les innovations apportées par Bruno. « Ah, c'est parfait !» admis-je, impressionné. Bien mieux que ce que j'aurais pu faire seul. Mieux que ce que l'un de nous aurait pu faire de son côté, corrigea-t-il en souriant. Voilà la force de notre partenariat. N'est-ce pas ? À cet instant, je compris que j'avais obtenu bien plus qu'un titre ou une victoire dans une lutte de pouvoir. J'avais gagné un partenaire, un complément à mes compétences, quelqu'un qui me mettait au défi de progresser tout en respectant mon chemin parcouru. Ainsi, je transforme mon histoire en une ode à la résilience, à l'intégrité et à la lutte acharnée pour obtenir le respect, démontrant que, même lorsque les liens familiaux et professionnels sont mis en péril, la vérité et la dévotion trouvent leur voie, même face à une gestion qui favorise l'éphémère au détriment d'un héritage pérenne. Ce que j'ai retenu de ce parcours, c'est que le véritable héritage ne se mesure ni en titre ni en position, mais dans notre aptitude à nous adapter sans perdre notre essence,
à innover sans détruire nos fondations et à lutter pour ce qui est juste sans laisser l'amertume envahir notre cœur. Mon père ne m'a pas seulement appris à diriger une entreprise, il m'a appris à diriger ma vie avec ses inévitables désillusions et ses surprenantes opportunités de grandir. Aujourd'hui, lorsque de jeunes professionnels me demandent quel est le secret pour survivre dans un monde d'affaires de plus en plus volatile, je leur rétorque, avec la sagesse conquise à la dure, valorisez chaque leçon, affirmez votre valeur avec détermination et des faits concrets, et souvenez-vous que votre plus grand atout n'est pas ce que vous savez faire, mais votre capacité à continuer d'apprendre, surtout de ceux que l'on pourrait croire être vos adversaires. L'entreprise ne cesse de croître, mariant tradition et innovation de manière que ni Bruno ni moi n'aurions pu imaginer seuls. Et moi, Isabelle, la femme qui avait failli tout perdre face à l'éclat d'un diplôme récent, j'ai découvert que ma vraie force résidait dans ma capacité à transformer les défis en opportunités, la douleur en progrès et les adversaires en alliés. Une leçon qu'aucun cursus universitaire n'aurait pu enseigner, mais que la vie a su m'inculquer avec sa pédagogie singulière d'obstacles et de révélations.